Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Conversation RH, le podcast d'échanges éclairés entre professionnels RH. Conversation RH, c'est un podcast qui vous est proposé par LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, management de transition et évaluation pour cadres et dirigeants. Pour ce 8e épisode, nous allons plonger dans le sujet du recrutement dans les fintech et les assurtech, les startups du monde de la finance et les startups donc du monde de l'assurance. Et oui, avec une croissance de son activité de plus 80% en 2022 et un effectif total en hausse de plus 37% selon le palmarès FinTech 100, les fintech françaises performent et ont besoin de talent. La preuve en est que les opportunités d'emploi cadres publiées sur apec.fr pour ces métiers ont progressé de 18% en 2021 pour atteindre un volume de 60 500 offres en 2022. Tout ça est tout à fait sourcé. Alors, quels sont les enjeux des fintech et assurtech qui nécessitent de recruter? Comment les fintech et les assurtech s'y prennent pour attirer et fidéliser ces talents? Quelles sont les qualités et les compétences recherchées? On va en parler. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir deux invités. Eva Darcel. Bonjour Eva. Bonjour. Merci d'être avec nous. Tu es managing consultant en recrutement, banque assurance chez LHH Recruitment Solutions. Tu as 7 ans d'expérience. Exactement. Autant d'années, autant d'éclairage que tu vas pouvoir nous apporter dans ce nouvel épisode. Merci d'être là. Et également, nous avons le plaisir de recevoir Marjorie Boruel. Bonjour Marjorie. Bonjour. Marjorie, toi, tu es Director Talent Acquisition chez Conto. C'est bien ça. Tu es depuis 5 ans chez Conto. Tu traites de l'employer branding, de l'onboarding, de l'offboarding, de la communication interne, beaucoup de choses dans ton périmètre. Et du recrutement aussi. Et du recrutement, Talent Acquisition, absolument. Pour rappeler à nos éditeurs ce qu'est Conto, s'il est besoin encore de le rappeler, c'est une des principales fintech françaises, déployée à l'international d'ailleurs. C'est une entreprise qui est jeune puisqu'elle s'est créée en 2017 avec déjà 1300 salariés, donc une croissance fulgurante. Et c'est l'une des 5 premières fintech françaises selon le palmarès FinTech 100. Vous êtes prêtes, mesdames? Et très prêtes. C'est parti pour Conversation RH, l'épisode 8. Alors, j'ai beaucoup de questions à vous poser, mesdames, sur cet environnement de recrutement autour des fintech et des assurtech. Donc, on a pas mal de choses à dire. Première question, j'ai envie de vous la poser à toutes les deux. Quelles sont les différentes évolutions qui poussent les fintech à recruter, Marjorie? Je pense que c'est dans le mot fintech, puisqu'il y a le mot tech. Et donc, qui dit tech, dit des métiers qui sont en forte évolution, beaucoup d'innovation, des nouveaux métiers qui apparaissent tous les jours. Donc, c'est cet environnement qui crée beaucoup de dynamisme et qui fait qu'on doit souvent recruter pour apporter de nouvelles compétences et continuer d'innover, tout simplement. Oui, il y a de la robotisation, il y a de l'intelligence artificielle, il y a tout ça qui rentre en jeu avec peut-être des métiers qui n'existent pas dans les cursus des formations des écoles, avec donc cette nécessité de s'adapter tout le temps. Eva, quelles sont les tendances selon vous? Je rejoins complètement Marjorie, c'est-à-dire que c'est un secteur à part entière qui s'est créé avec l'émergence justement des assurtech et des fintech, où il faut allier et la connaissance métier en tant que telle et l'aspect tech, innovation, digital, IT, qui s'est accentué sur ces dernières années. Et donc, on voit apparaître des nouvelles technologies, mais de ce fait-là aussi des nouveaux services. Et donc, la nécessité de recruter ces talents sur le marché qui ne sont pas encore tout à fait existants, enfin, pas suffisamment en grand nombre. Et donc, c'est vrai que c'est des choses qui mettent du temps. Il faut que ça se construise au fur et à mesure des années, que ce soit en termes de formation, même de savoir-faire. Et donc, voilà, il y a toutes ces évolutions qu'on peut observer. Aussi, les fintech et les assurtech sont soumises à des levées de fonds aussi pour développer. Oui, ça change beaucoup, ça aussi, des choses. C'est exactement ça. Donc, ça leur permet aussi d'investir sur des innovations et donc perpétuellement de recruter des nouveaux profils pour accompagner leur développement. Et au-delà de ça, il y a un aspect plus de réglementation qui a beaucoup évolué sur le secteur des services financiers de façon large, mais certaines juridictions en particulier qui ont adapté des cadres réglementaires pour les fintech et les assurtech pour soutenir leur propre développement. Et de ce fait-là, nécessite de recruter des profils qui connaissent ces réglementations-là, qui puissent aussi impacter les processus de contrôle, de conformité en interne et donc aussi le recrutement de nouveaux profils pour ces acteurs. Et j'imagine que ces startups
bousculent l'environnement historique des entreprises autour de la finance. Je pense aux opérateurs historiques, les banques, les assurances historiques. C'est exactement ça. C'est-à-dire que ça vient bousculer les acteurs traditionnels du marché, et notamment des grands groupes qui vont investir encore davantage sur les innovations, les nouvelles technologies, parce que certes, par rapport à des acteurs dans le domaine de l'industrie et des services, on a pu observer peut-être un train un peu plus en retard, et d'autant plus avec les fintech et les assurtech. Donc, ils ont beaucoup investi là-dessus pour eux-mêmes se faire connaître sur ces activités, développer ce savoir-faire, et parfois, ça passe même par le rachat de ces acteurs, de ces fintech et assurtech. Aussi, il y a l'aspect de modification de la politique RH qui a évolué pour continuer d'attirer justement des nouveaux profils, c'est-à-dire renforcer cette logique d'agilité, de flexibilité qu'on peut retrouver dans des environnements qui sont plus à taille humaine, qui sont en plein développement, et aussi de redéfinition des rôles qui sont traditionnels, parce que même en tant que métier, on le sait, ça a évolué. Il y a des métiers qui disparaissent, d'autres qui vont évoluer dans l'approche, et donc ça nécessite aussi pour les grands acteurs de ce marché d'accompagner ces évolutions-là. Alors, dans les nouveaux métiers qui existent, globalement, il y a des métiers autour de la RSE, qui est un des sujets importants sur l'échiquier des talents et des emplois mondiaux. Comment l'environnement, la RSE, joue un rôle dans les fintech, Marjorie ? Effectivement, depuis le début, on travaille sur cet aspect-là, notamment sur la partie diversité de nos talents. Mais depuis l'année dernière, donc en 2023, on a lancé une initiative qu'on appelle Impact avec 2 volets. Un volet sur la partie plus environnement, un autre volet sur la partie diversité, équité et inclusion. Et donc, sur la partie diversité, équité et inclusion, on va vraiment travailler ça de 3 manières. La première manière, c'est vraiment s'adresser aux causes racines. Deuxième manière, c'est vraiment donner accès aux opportunités. Et le dernier aspect, c'est créer l'environnement inclusif. Après, en termes de cause, on va vraiment se concentrer notamment sur la parité homme-femme. Pourquoi ? Simplement parce qu'on a un secteur tech. Donc, on sait qu'en moyenne, dans ce secteur, il y a uniquement 37% de femmes. Chez Conto, on est à 44%, mais on n'est donc pas encore à la parité parfaite. Est-ce que, Eva, les candidats qui postulent pour ces fintech et les assurtech sont attachés à la RSE ? Est-ce que ça fait partie des questions ? J'ai l'impression que c'est quand même le salaire, le job, etc. Mais parfois, on a des surprises. Là, sur les différentes années sur lesquelles je recrute, donc ces 7 dernières années, la question de la politique RSE de l'entreprise n'est pas posée en tant que telle, en tout cas pas dès les débuts. C'est-à-dire qu'un candidat que je vais avoir qui est attiré par ces environnements-là, avant tout, il va être en quête de sens. Quel est le projet qui est porté par l'entreprise ? Avant même la rémunération. En fait, la rémunération est une condition sine qua non, mais au-delà de ça, en fait, il faut aller bien au-delà, et c'est vrai que très rapidement, les candidats vont questionner, vont chercher à comprendre quel est leur impact, quelles vont être les responsabilités, qu'est-ce que ça va apporter finalement au marché, à la société en tant que telle, à quels besoins est-ce qu'on va répondre, quelles vont être leurs responsabilités là-dessus, et c'est vraiment plutôt une quête de sens en tant que telle. Et finalement, par rapport à différents processus, la politique RSE va être vraiment la cerise sur le gâteau, en quelque sorte, pour terminer de convaincre un candidat et de se dire que c'est le bon endroit pour se sentir bien et se projeter sur du long terme, en fait. Quels sont les critères de recrutement, les compétences qui sont particulièrement recherchées lorsque tu recrutes, Marjorie, chez Conto ? Il va y avoir toute une question d'adaptabilité, mais aussi de curiosité, de recherche tout le temps de s'améliorer, de se développer. Certes, l'entreprise a un rôle à jouer, mais le collaborateur peut tout à fait, par lui-même, se tenir au courant, continuer de se former, continuer à chercher à s'améliorer. Alors, je sais que LHH Recruitment Solutions est très attentif aux soft skills. Du coup, quels sont ces soft skills qui sont recherchés dans le cadre de ces recrutements, Eva ? Je suis complètement en phase avec ce que vient de dire Marjorie, c'est-à-dire le fait de s'adapter aux changements, que ce soit de l'environnement, du métier et des besoins, faire évoluer ses méthodes, être force de proposition même, c'est-à-dire avoir un sens critique sur ce que l'on fait et comment est-ce qu'on peut l'améliorer en tant que tel. L'orientation client qui est juste primordiale, notamment pour ces acteurs, parce que les entreprises investissent sur le client, sur la satisfaction du client, sur le parcours client en tant que tel. Et donc, il faut avoir à cœur justement de répondre à ce besoin-là. Le fait aussi, j'ajouterais, de travailler avec des équipes qui soient pluridisciplinaires, c'est-à-dire à pouvoir échanger avec des profils qui soient très différents, que ce soit des équipes IT, juridiques, effectivement dans la tech ou même sales, et comprendre les problématiques de chacun et pouvoir faire en sorte d'apporter aussi un projet qui soit commun. Et puis, le sens de l'investissement qui est propre à chaque environnement, mais c'est vrai que j'ai le sentiment que c'est d'autant plus important dans les structures où en fait on va demander une mobilisation qui reste assez importante, et en tout cas
des ambassadeurs pour ces startups. Est-ce que vous avez l'impression toutes les deux que ces qualités-là sont de plus en plus apprises dans les écoles, la capacité d'adaptation, l'orientation client, ou est-ce qu'il y a quand même encore un pas à franchir pour y arriver ? Ce qui est difficile, c'est vraiment, comme on l'évoquait, de trouver vraiment la formation adaptée au métier qui va être fait. Et donc, on en a quand même beaucoup aujourd'hui, des métiers où on a du mal à trouver vraiment la formation qui va correspondre. Ouais. Eva ? Est-ce qu'il y a beaucoup de candidats qui sont évincés pour ces raisons de soft skills ? Ils n'arriveront pas à s'adapter au changement, à être orientés clients, à travailler avec différentes équipes. Oui, forcément, il y a quand même un niveau de sélection qui est assez fort. On ne veut pas se tromper parce que chaque recrutement est important et clé. Et c'est vrai que les équipes étant peut-être moins dimensionnées, ce qui est tout à fait normal dans le cadre du développement des startups, on sait que c'est un investissement et chaque décision en termes de recrutement est pesée et mesurée et on est attaché aux soft skills, en effet. Est-ce que même Conto a des difficultés à recruter l'une des 5 fintech françaises, une licorne à l'international ? Est-ce que c'est dur pour toi ? Eh bien oui, c'est difficile. On a énormément de besoins de recrutement et on va aller sur des métiers, comme l'expliquais, en forte tension avec un pool de talents assez réduit et on est en concurrence à l'international. Donc forcément, c'est compliqué pour nous. Vous êtes sur un marché des talents international. Tout à fait. Et donc, vous êtes en compétition avec des entreprises d'autres continents qui ont peut-être pas les mêmes rémunérations, les mêmes types de rémunérations. Est-ce que c'est ça le sujet ? Il n'y a pas que ça. C'est une question d'offre et de demande. Donc, on est en face de candidats extrêmement exigeants. Pour moi, c'est une excellente chose parce que ça nous oblige à sans cesse innover, à offrir les meilleures conditions à nos collaborateurs. Pas uniquement que sur le salaire, mais du coup, ça rend notre métier très challengeant. Est-ce que les candidats des fintech et les assurtech ont peut-être plus l'habitude, l'envie de bouger à l'international ? Est-ce que c'est une pratique et du coup, on se retrouve vraiment en concurrence avec le monde entier, Marjorie ? Oui, alors la preuve en est, si on regarde les chiffres, 50% de nos collaborateurs sont des collaborateurs internationaux, donc pas français. Et on a plus de 75 nationalités. Donc c'est vrai que nous, on est obligé d'aller les chercher à l'international, mais on aime beaucoup parce que ça apporte justement de la diversité, ce qui fait qu'on doit avoir vraiment un bon process RH admin derrière pour être capable de les faire venir en France et de leur offrir un très bon accompagnement pour les rassurer sur cette partie-là. Quels sont les atouts et les difficultés en termes de recrutement auxquelles font face les fintech et les assurtech ? Eva ? Il y a une attractivité parce qu'il y a un essor notamment de ces fintech et de ces assurtech qui attire parce que on est dans une dynamique de croissance, de développement des activités, donc quelque chose de très positif, ce qui attire naturellement les candidats. Et souvent, c'est des projets qui sont ambitieux, donc ça séduit beaucoup. La contrepartie, c'est que en effet, on est sur des environnements qui sont parfois connus et reconnus, mais d'autres qui ne le sont pas encore. Donc pour nous, en tant que recruteurs, il est important justement de parler de ces nouvelles structures qui ne sont pas forcément encore connues de tous, en tout cas du grand public, de pouvoir parler du projet, de pouvoir aussi rassurer sur la pérennité de l'entreprise, parce que on le sait, aujourd'hui, on est dans un monde d'incertitude avec tout ce qui se passe, avec le Covid, avec l'Ukraine, l'Israël. Et donc aujourd'hui, nécessairement, les personnes en tant que telles ont besoin d'un environnement stable, d'un environnement professionnel qui le soit, et donc davantage de sécurité. Et c'est sûr que pour eux, avoir des indicateurs, avoir des chiffres qui soient clés et qui rassurent sur la pérennité de l'entreprise, c'est hyper important. Aussi, il faut faire des paris, en effet, parce qu'on n'aura pas... Alors, on peut aller justement chercher à l'international, on peut faire aussi des projections sur des profils qui n'auront pas fait post-ISO, pour les recruter. En revanche, le cumul de leurs compétences associées vont permettre justement de répondre à ce besoin et de présenter finalement le savoir-faire que l'on va rechercher. C'est-à-dire qu'on va accepter, par exemple, de recruter quelqu'un qui n'a pas fait de fintech, de finance, etc. Mais parce qu'il a certaines compétences, on fait le pari de dire, OK, il va pouvoir y arriver. C'est ça, le potentiel évolutif, complètement. Marjorie, c'est quelque chose que vous faites chez Conto, ou est-ce que vraiment vous vous attachez à trouver des candidats et des candidates qui sont ISO, quoi, enfin, quasi ? Non, c'est pas du tout l'objectif et c'est même pas souhaité. Parce que, à nouveau, ça serait à l'encontre du principe de diversité. Et l'objectif n'est pas juste de faire de la diversité pour faire de la diversité. La diversité apporte de l'innovation. Donc, si on recrute toujours les mêmes personnes qui viennent du même secteur, on n'aura pas cette innovation qui est souhaitée. Et les fintech et les assurtech, par rapport aux opérateurs historiques, c'est un atout, c'est un inconvénient quand on veut recruter ? C'est attractif. C'est certain, c'est-à-dire qu'on a souvent des retours très positifs dans le cadre des approches directes qu'on peut réaliser. En revanche, plus on avance dans le processus, plus ils réalisent que ça demande parfois des contreparties, notamment les conventions collectives chez les acteurs traditionnels, banques et assurances, qui sont souvent très avantageuses. Il faut dire ce qui est. On le sait, dans des structures de type start-up, on ne va pas retrouver les mêmes avantages. Et donc, ça nécessite une forme de
sacrifices, en quelque sorte, sur ces aspects-là. Et le pas est pas si simple à faire pour les candidats que l'on rencontre. Et Marjorie, chez Conto, est-ce que vous vous dites qu'il faut tendre vers les avantages sociaux des banques, des assurances, ou est-ce que vous vous dites non, on prend un parti pris complètement différent, on assume, on fonce sur une autre direction et c'est comme ça? Je pense qu'on est plutôt dans l'option 2. On a d'autres avantages. Donc, c'est tout simplement bien comprendre qui on est et ce qu'on va pouvoir offrir. Ça peut pas correspondre à tout le monde, mais les personnes qui vont vouloir rechercher plutôt un environnement dynamique, de l'innovation, essayer d'apporter des solutions différentes aux clients, vont aller chez nous. Et c'est bien ainsi. Comment vous recrutez? Quelles sont vos solutions? Est-ce que vous avez des solutions innovantes, des tips, voilà, tu vas nous dire. Alors, je ne sais pas si c'est une solution magique, une solution innovante, mais je dirais que c'est une approche globale où déjà, donc je parlais tout à l'heure du fait qu'on essayait toujours d'aller satisfaire notre client. Nous, côté recrutement, notre premier, on va dire, client, ça va être notre candidat. Donc, en fait, on va passer beaucoup de temps à essayer de comprendre justement ce qu'ils veulent pour arriver d'y répondre le mieux possible et d'avoir derrière un processus de recrutement très rapide et très efficace. Et ensuite, c'est vrai, on va toujours chercher à s'améliorer, innover. Ça fait partie de notre culture chez Conto. Donc, on va vraiment utiliser ça pour réfléchir à innover dans notre processus de recrutement. On est aussi technophile. Donc, on va utiliser les nouvelles technologies pour être meilleur, plus efficace. Notamment, en ce moment, tout le monde en parle, l'intelligence artificielle. Mais ça peut être un vrai outil pour être plus efficace dans le recrutement. Donc, on s'en sert maintenant chez Conto. C'est quoi les métiers en tension actuellement chez Conto? Et peut-être on peut élargir ailleurs que chez Conto, mais en tout cas chez toi. Alors, sans grande surprise, évidemment, je vais parler des développeurs, tout ce qui est les métiers vraiment pure tech, développement informatique. Ensuite, j'irai tout ce qui va avec, c'est-à-dire tout ce qui va être chef de produit. Et ensuite, je dirais aussi toute la partie sales. C'est très difficile aussi de recruter des bons. Est-ce qu'on a d'autres métiers sous tension dans ton viseur à toi, Eva? La partie, en effet, technique en tant que telle. J'ai le sentiment aussi qu'il y a pas mal de chefs de projet MOA, par exemple, pour faire évoluer justement les outils, où il y a pas mal de demandes, et aussi sur la partie relation client, expérience client, UX designer, où on va avoir un certain nombre de besoins. On a beaucoup parlé de conseils aux candidats. On a compris qu'il fallait qu'ils s'adaptent, qu'ils puissent travailler avec différentes équipes. On a moins parlé de conseils qu'on pourrait donner aux entreprises pour recruter. Eva, quels seraient, toi, les conseils que tu pourrais donner aux entreprises pour recruter des talents? En fait, ça rejoint ce qu'on s'est dit tout à l'heure, c'est-à-dire que il faut apporter de la visibilité aux candidats sur le sens, les responsabilités, pouvoir en parler, leur offrir aussi l'exposition qui va avec les responsabilités, c'est-à-dire qu'ils sont assez attachés à avoir des circuits de décision qui soient courts, pour aussi davantage de flexibilité, d'agilité dans les Oui, projets c'est pas qui sont 8 nés. entretiens, c'est rapide, quoi. Exactement, la réactivité avant tout. Et puis derrière, sur le poste aussi, ils sont assez attachés finalement à avoir quelque chose d'assez transverse pour être polyvalent et sortir aussi du modèle d'un acteur traditionnel qui est de grande taille et nécessairement les équipes aussi. Et donc, en découle un cloisonnement, parfois en termes de responsabilité, qui, voilà, en termes de spécialisation, parfois même d'hyper-spécialisation, est peut-être moins recherché par les candidats. Et au contraire, on veut grandir en termes de savoir-faire. Donc, plutôt le valoriser et aussi indiquer aux collaborateurs et le mettre en avant qu'ils vont grandir en même temps que la start-up. C'est-à-dire qu'on va développer les activités et eux-mêmes vont grandir avec. Et c'est quelque chose qui séduit énormément. Et c'est une opportunité de carrière pour eux qui ne trouveront pas forcément aussi dans d'autres environnements de plus grande taille pour le coup. Donc, c'est plutôt ça, naturellement, que je conseillerais aux startups. Et puis travailler sa marque employeur. Je vous renvoie aux épisodes sur le sujet. Ma dernière question, elle sera pour toi, Marjorie. 1300 personnes dans un contexte de croissance multiculturelle. Tu es en charge de la communication interne. Comment tu fais discuter tout ce monde-là? Comment tu fais en sorte de créer une culture dans un contexte d'hyper-croissance? C'est, j'imagine, une question qui amène une réponse vaste, mais je suis sûr que tu peux me résumer ta pensée et ta stratégie. Ça commence au recrutement, s'assurer que les personnes ont bien compris quelle était justement notre culture, pour ensuite nous rejoindre pour les bonnes raisons. Et puis, ça continue tout du long. Durant l'onboarding, la première semaine, on rappelle ce qu'est notre culture, on l'illustre, parce qu'en fait, la culture, l'expliquer, c'est quelque chose, la vivre, c'est différent. On essaye vraiment de l'illustrer, de tout de suite montrer concrètement ce qu'est notre culture. Et puis, au quotidien, nos managers aussi sont nos premiers ambassadeurs. Donc, pouvoir aussi faire en sorte que nos managers soient bien accompagnés, bien formés pour faire vivre la culture positivement à tous nos collaborateurs.
Merci beaucoup à toutes les deux. Il y a donc fort à faire pour les FinTech et les AssurTech pour se faire connaître, pour suivre dans la course aux évolutions, aux compétences dans un contexte mondial. Vraiment un grand merci à toutes les deux d'avoir participé à ce podcast et de nous avoir éclairé sur ces enjeux majeurs. Eva, tu es Managing Consultant en recrutement chez LHH Recruitment Solutions. Et toi, Marjorie Boruel, tu t'occupes de plein de choses. C'est très long finalement, mais je vais le redire. Tu es Director Talent Acquisition chez Conto. Tu travailles sur la marque employeur, sur l'onboarding, sur l'offboarding, sur la communication interne. Et merci vraiment à toutes les deux d'avoir partagé vos éclairages. Merci. Et merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices, de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode. N'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant des prochains épisodes de Conversation RH, le podcast d'échanges éclairés entre professionnels RH. À très bientôt.